Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 37 de notre petite saga sur Seisen no Kefu. Donc Fire Emblem 4. Petite partie 37. Alors quand même, on se rapproche très sérieusement de la fin, très clairement. Donc c'est vrai que là, ça devient intéressant. Et alors là, je crois que Levin va poursuivre son explication de la petite histoire qu'il avait commencé. J'aimerais pas dire de bêtises, mais je crois bien. Ouais, parce que j'étais en vacances, donc du coup, là, je débarque, je reprends le fichier que j'avais enregistré il y a peu. Mais c'était quand même il y a quelques semaines. Donc, à voir. Voilà, donc en fait ils descendent tous apparemment de Naga, c'est bien ça je crois bien. Donc la déesse de la lumière Naga. Voilà, chaque dieu a fait un rituel, ce qui a donné les 12 Crusaders. Donc en gros les 12 croisés. En vertu de quoi il y a 12 armes ultimes, c'est ça l'histoire. Voilà, en fait ils renaissent à travers les croisés. Et chaque croisé reçoit une arme unique de chaque clan finalement, de chaque tribu. En tout cas, du pouvoir de chaque tribu, en fait, c'est ça le truc. Et de tous, évidemment, l'Optir a le pouvoir le plus diabolique. Donc là, après, il explique comment chacun des pélos du monde a le sang du Crusaders, quelque part. Donc en fait, apparemment, pour pouvoir réinvoquer l'Optir, le seul moyen, c'est de passer par Naga. Donc du coup, de passer par, évidemment, la fille de Deirdre qui a reçu ce pouvoir. Et donc évidemment, vous l'aurez compris, c'est la demi-sœur de Julius. D'ailleurs, pas la demi-sœur, non, la demi-sœur de Sélif. Voilà, la princesse Julia, la demi-sœur de Sélif, mais la sœur jumelle même de Julius, c'est ça le truc. Donc Julius étant lui-même, si vous voulez, la coquille destinée à l'Optir, il ne reste que sa sœur, quelque part. Et puis de toute façon, Julius, il faut bien comprendre que je crois pas qu'il ait reçu le... Si vous voyez par exemple, on a Brigide et sa sœur. Et bien c'est Brigide qui a eu le sang majeur, vous voyez ? C'est Brigide qui a eu le sang majeur, donc ça veut dire que il peut y avoir qu'un seul pélo qui a le sang majeur, c'est un petit peu ça. Vous voyez par exemple, je sais pas moi, Etlin et notre ami Sigurd, frère et sœur, pourtant il n'y a que Sigurd qui a le sang majeur, vous voyez par exemple. Et quand vous êtes d'une fratrie un peu éloignée, c'est sang mineur, donc ça veut dire que vous êtes quand même... On vous a repéré comme étant voilà, de ce sang-là, du Crusaders, mais vous ne pourrez jamais porter l'arme ultime. Donc on sait par exemple que Levin, c'est le sang majeur de sa famille. Et oui, parce que sinon, s'il n'y avait que des sangs majeurs, ça veut dire que quand vous faites des enfants, les deux enfants par exemple de Levin, les deux devrait pouvoir, vous voyez, manier le... Alors vous me direz aussi des fois, il n'y a pas, de toute façon souvent il n'y a pas, entre frères et sœurs, il n'y a pas de... Ils peuvent pas tous manier l'élément en question. Par exemple, notamment je pense à Levin et sa sœur. De toute façon, sa sœur, elle ne peut pas avoir la chose. Vous voyez, en termes de magie, elle ne peut pas manier la magie. Mais, quelque part, même si c'était le cas, elle pourrait pas. Ça serait un sang mineur, donc voilà. Alors là, je vous montre un petit peu qu'il y a certains pélos avec des bâtons de slip. Donc
avec des bâtons de sommeil. Et puis un gros groupe avec Hilda au milieu. Donc attention quand même, hein, c'est pas très dangereux, mais il faut faire attention. Là encore, hein, vraiment le plus dur c'était la première partie. Maintenant les deux qu'on a vues, celle-ci et la précédente, ça va, c'est pas trop dur. Alors là on répare l'arme ultime et on repart avec Sélif. Et alors oui aussi, petite chose, alors on va peut-être regarder ça avant, voilà. Il y a peut-être des gens qui doivent se parler, hein, après la capture de la dernière forteresse, voilà. Donc, tout d'abord, les deux membres de la même famille. Donc je crois qu'on va avoir un bonus quand même, donc c'est pas mal. Attendez, ils sont de la même famille ou ils sont arrivés à être en couple? Parce que j'ai un petit doute là quand même. Non, parce que... non, mais dans les Fire Emblem quand même... Non, mais ça arrive, hein, ça arrive, donc c'est pour ça c'est pas non plus... Faudrait que je revérifie, mais je sais que Sélif a été... Shannan a été en couple avec quelqu'un, mais je me rappelle plus, c'est pas elle justement. Mais ils sont pas de la même famille. Attendez, c'est un truc, je me fais la réflexion là, mais en fait Shannan et Larcey, ils sont bien de la même famille. Hein. Parce que Larcey, c'est la fille de Hera. Et Hera et Shannan, ils avaient bien un lien de famille. Hein. Il faudra que je revérifie ça quand même. Hein. Parce que ça, alors si on voit par exemple l'inventaire, hein, notamment de Larcey, ça m'intrigue hein, quand même cette histoire. Et donc oui, ce que je voulais dire, j'ai quand même un truc à dire hein, sur la saga Fire Emblem. C'est que malheureusement, j'ai un petit peu regardé, les vues sont pas terribles. Alors, je vous ai toujours dit, de toutes mes sagas que j'ai faites, j'ai toujours dit, les vues, je m'en bats les reins, je m'en bats les steaks, je m'en bats les couilles. Maintenant, il y a deux éléments. Il y a l'élément que je fais pas ça pour les autres, quelque part, je fais ça d'abord pour moi-même. Ça, c'est un point fondamental. Sinon, quand vous faites maximum 100 vues par vidéo, je crois que j'aurais abandonné depuis longtemps. Hein, ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que 15 vues, ça fait poser des questions. Hein. Si vraiment ça s'adresse à personne, ça explique un petit peu pourquoi j'en fais moins, vous voyez, aussi. Parce que je sais que... si je fais 6 vidéos de Fire Emblem par semaine, bah, quelque part, vous voyez, hein, pour qui, pourquoi, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est pour ça que je fais aussi les vidéos qui marchent le mieux. Hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Si je vois que je fais 15 vues avec Fire Emblem et que j'en fais peut-être parfois, en tout cas au démarrage, hein, quand je vois la vidéo partir, et que j'en fais 50 avec, je sais pas moi, KOTOR, voilà, hein, c'est un petit peu, ça m'encourage plus, parce que moi, dans ma petite, si vous voulez, mon petit positionnement, comme je suis pas joueur du grenier et que j'ai pas 1 million de vues, entre 50 et 15, je comprends que, vous voyez, j'ai plus de gens qui me regardent sur celui à 50. Hein. Alors, je me pose des questions aussi, hein, vous voyez, je me dis, est-ce que ça intéresse vraiment les gens le Fire Emblem, vous voyez, par exemple. Hein. Alors, je le fais aussi pour montrer les choses. Mais j'essaye d'apporter aussi ma pierre. J'ai toujours dit, par exemple, que je faisais que des jeux qui vraiment, je pouvais apporter quelque chose. Alors, ici, je crois que c'est le cas, c'est des jeux à build, etc. Donc, hein, c'est pas très grave. Mais voilà. Hein. Dites-moi dans les commentaires éventuellement s'il y a des choses à améliorer, hein, pour peut-être que ça parle à plus de monde. Alors, sachant aussi, hein, faut être honnête, hein, je n'ai pas le temps pour faire de la pub. Hein. Je taffe à côté, ça me prend déjà beaucoup de temps. C'est pour ça aussi, hein, c'est que comme c'est gratuit, bah, je me pose d'autant plus de questions. Je me dis, bon, c'est bien gentil tout ça, mais si ça marche vraiment pas et que ça me prend quand même le temps notamment d'enregistrer la vidéo, plus le temps de tout le reste, vous voyez, si je vois vraiment que ça intéresse personne, voilà, bon. Alors je me dis peut-être que ça va porter ses fruits quand il y aura un remake de ce jeu, vous voyez.
peut-être que ça sera sans doute le prochain, comme on avait vu. Hein, donc peut-être que ça va reprendre de l'intérêt, et du coup, voilà, j'aurai plus de vues, mais à retardement. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question quand même. Hein, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Et en tout cas, moi, dans ma façon de fonctionner, je suis obligé, quelque part, si vous voulez, au minimum, d'en faire un peu moins. Parce que je peux pas faire des vidéos, vous voyez, comment dirais-je, autant que ça, si je vois que ça parle pas aux gens. Vous voyez, je suis obligé de prioriser ce qui parle le plus aux gens. Ça, c'est évident. Voilà. Alors là, on voit petite discussion entre les deux amoureux, pour le coup. Hein, parce qu'en fait, sur cette map, qui est la dernière map du jeu, hein, quelque part, vous pouvez parler, tous les amoureux peuvent se parler entre eux, voyez. Et d'ailleurs pour obtenir des bonus, hein, il me semble bien. Donc, alors là c'est peut-être pas tout le temps le cas parce que parfois ils ont des stats max, hein, mais c'est souvent le cas. Donc là voilà, pas grand chose à dire, ils se déclarent leur flamme. Elle place une petite réflexion sur Julia, hein, comme quoi... hein, tu es tellement proche de Julia, alors qu'en fait ils sont frères et sœurs, hein, quelque part. Et quelque part, de toute façon, alors savoir quand même que Julia et Sélif, là encore, vous pouvez faire le couple, c'est possible. Il y a un système, notamment, je crois bien, de jalousie. Et avec ce système, il me semble bien que vous pouvez défier l'effet naturel de perte de soutien. Alors c'est du jamais vu, ça, c'est du jamais vu. En fait, comme ils sont frères et sœurs naturellement, il y a une sorte de, comment dirais-je, de réfraction au soutien. Alors c'est très drôle parce qu'en fait ils partent avec un soutien limite quasiment total, et en fait ils ne font que perdre des points, Julia et Sélif. Tout simplement, je pense, parce que ils voulaient souligner l'histoire que ils ont un fort lien ensemble, mais qu'ils peuvent pas être ensemble parce que justement ils sont frères et sœurs. Donc pour éviter la mise en couple. Sauf que c'est idiot parce qu'ils ont quand même laissé la possibilité. Ce qui veut dire que si vous forcez vraiment le game et que vous le voulez vraiment, eh bien c'est un petit peu l'inceste emblème, hein, si vous voulez. D'ailleurs un petit peu comme, j'ai l'impression, Larcey et Shannon. Hein. À revérifier quand même, hein, parce que je suis pas sûr de ce que je dis, mais ça fait longtemps que j'ai pas repris les vidéos. Mais il me semble bien me souvenir qu'il y a un soutien entre les deux. Hein, donc voilà, vous pouvez... Alors, ce qui veut dire qu'en fait, il faut pas laisser le truc s'échapper. C'est-à-dire que si vous le faites, dès le chapitre 6, hein, c'est ça, eh bien, il faut directement mettre en place ce système de jalousie le plus vite possible. Et en plus, vous passerez très très vite, en fait, hein, le soutien, parce qu'ils sont pas très très loin de l'avoir. Hein, donc, c'est assez intéressant. Et donc, c'est possible. Hein, c'est possible d'avoir ce soutien-là. Alors là, on voit Ced. J'ai fait un peu le fou, hein, j'avoue, j'ai fait un peu le fou, mais écoutez, on est quand même à la fin. On peut faire les dingues. Et c'était pour vous prouver à quel point Ced a une puissance absurde, en fait. Enfin, c'était vraiment ça, en fait. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que Ced, je l'ai mis sur une case d'esquive, donc de forêt. Et je me suis dit, attends, et si on tentait de tous les battre avec Ced? C'est un peu ça, non mais... c'est un peu ça le truc. Alors, ce qui est complètement stupide en soi-même, hein, c'est-à-dire que Ced, là, il est niveau 30, donc il ne prend plus d'expérience. Donc évidemment, à ne surtout pas faire en run ranké, puisque ça serait débile. Mais bon, là, je m'en bats les couilles, toutes mes troupes sont assez élevées en termes de puissance, donc ça ne me pose pas de problème. Et on va voir que à lui seul, vous allez voir, en fait il esquive très très bien. J'ai calculé pour que les mecs touchent quand même un petit peu. Il faut savoir que là, je lui ai pas mis justement son arme ultime, mais j'ai mis le Hellwind, qui est très léger, et qui laisse passer un petit pourcentage de touch, qui me permet comme ça de les faire s'accoster, quelque part. Sinon il serait passé direct, hein, il m'aurait pas attaqué. Donc c'est assez ironique, mais en plus, c'est même pas avec l'arme ultime que je fais ça.
C'est juste calculé pour que l'esquive vous laisse quelques pourcentages. Mais là, vous voyez qu'il s'est fait toucher 2 fois. Alors au début, j'ai eu un petit peu peur. Hein, parce que quand ça commence, vous voyez, comme ça, aussi vite, pas très bon signe. Mais il faut savoir qu'en fait, là, c'était vraiment les probabilités qui étaient contre nous. Hein, quelque part sur les 2 premiers coups qu'on a subis. Vous allez voir que, je crois bien me souvenir que sur tous ceux qui vont rester, personne ne va le toucher. Donc, vous voyez que quand même... C'est assez balèze. Donc ça doit vraiment... J'ai pas calculé... Enfin si, j'ai calculé, mais... J'ai pas calculé exactement. Mais... Je crois vraiment que c'est 5% de chance d'être touché. 5-10% maximum hein, pour certains. Mais voilà. Donc, ce faisant, on comprend pourquoi personne n'arrive quand même à le toucher. C'est l'intérêt. Alors c'est vrai que un des problèmes, si vous voulez, de fin de jeu de Fire Emblem 4, c'est que, on l'a vu d'ailleurs dans les dernières vidéos, hein, quelque part, c'est qu'il y a tellement de bullshit un petit peu déloyal, des bâtons de sommeil, quand même des masses d'unités de malades, vous avez vite fait quand même d'utiliser les unités qui sont les plus puissantes. Ça, on l'avait déjà vu rien que la première partie de l'épilogue. Il faut quand même l'avouer, c'est pas très intéressant. Hein. Mais comme toujours, rappelez-vous de Fire Emblem 6. Il s'est trouvé que récemment, là, j'ai revu une vidéo de l'épilogue de Fire Emblem 6 où je disais ça, justement. Hein. C'est-à-dire que je disais, Fire Emblem 6, là où j'avais pris le plus de plaisir, c'était avant tout sur le démarrage. Hein. Et d'ailleurs, tout comme je prends le plus de plaisir dans Fire Emblem Path of Radiance, je prends énormément de plaisir aussi, vous voyez, au début. Mais Path of Radiance, c'est un petit peu différent parce que j'ai l'impression, mais aussi parce que j'aime beaucoup le jeu, que je prends plus de plaisir tout au long du jeu. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est peut-être parce que j'aime le jeu plutôt, hein, vraiment. Mais et en tout cas, plus que j'aime le jeu, parce que à la limite, là, Fire Emblem 4, j'aime le jeu. Fire Emblem 4, j'aime vraiment le jeu, il n'y a pas de souci. Mais en termes de kiff, vous voyez, sur le long terme, pareil, si je devais mettre en termes de kiff sur le long terme, je mettrais Path of Radiance, Radiant Dawn, Awakening, Fates, vous voyez, par exemple. Mais sur le kiff à long terme, je ne mets pas Fire Emblem 4, vous voyez, malgré que ce soit un Fire Emblem que j'aime beaucoup, vous voyez, par exemple. Fire Emblem 6, je le mettrai pas non plus, vous voyez, par exemple. Fire Emblem 7 aussi. Pourquoi ? Sans doute parce que dans le gameplay, il doit y avoir un petit peu des choses rébarbatives. Vous voyez, quelque part. Dans Fates Awakening, il y a l'histoire des techniques. Hein. Donc ça vous maintient un petit peu en haleine, quelque part. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans Radiant Dawn, il y a même des nouveautés à la tour. À la tour, il y a encore des choses à penser. Vous voyez, enfin... Donc... La saga Tellius, c'est une des plus réussies selon moi, sous tous les aspects, hein, vraiment. Et d'ailleurs, chose que j'ai jamais dite, alors je vous le dis aussi parce que en ce moment je suis en train de faire Path of Radiance. Hein. Vous l'avez sûrement vu parce que j'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps. Et une des choses aussi que j'ai jamais dites, c'est par rapport à Path of Radiance et Radiant Dawn. J'ai jamais noté en fait que il y a des différences que j'aime bien dans chaque jeu en fait. Dans Path of Radiance par exemple, la chose que j'aime beaucoup et qu'on ne retrouve pas dans RD, c'est par exemple le choix que vous avez des maniements pour les cavaliers. Vous voyez par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Ça je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est une superbe idée. Alors, faisable uniquement pour les cavaliers, parce que les autres, c'est des spécialistes, ou vous voyez, des choses comme ça, mais je trouve que c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, je trouve que ça met un petit truc en plus, un choix en plus, et je dis vraiment GG. Par extension ou par opposition, dans RD, une chose que j'ai bien aimée par rapport à Path of Radiance, c'est par exemple que vous puissiez retirer les techniques. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et aussi que les techniques ne coûtent rien. Comme ça, on se dit, il y a quand même un intérêt, au final, de laisser la technique au personnage en question.
parce que ça ne lui coûte rien, si ce n'est que ça lui coûte un emplacement. Mais ça, c'est plutôt le problème pour les léguses, hein, parce que les léguses ont beaucoup de points, donc ils peuvent vraiment arriver au bout. Que les Béorques, c'est moins le cas souvent, hein, donc c'est pas trop grave. Mais voilà, par exemple, Radiant Dawn a un élément que j'ai aimé par rapport à Path of Radiance. Et aussi on peut parler, même si c'est pas quelque chose que je déteste dans Path of Radiance, hein, on peut aimer aussi, mais c'est le bonus expérience de Radiant Dawn. Le fait qu'il fonctionne différemment, que ce soit toujours 3 stats. Ça m'intéresse aussi. Et encore une fois, je crois que dans Path of Radiance, c'est pas un défaut, donc c'est pas des points en moins. Et je trouve que dans Radiant Dawn, c'est une idée intéressante de faire changer la fonction de ce bonus expérience. Donc c'est plutôt intéressant. Alors après, il y a une faille dans ça, c'est qu'évidemment, on peut pas faire de complément rapide pour ceux qui ont un bas niveau. Donc ça fait une faiblesse pour ceux qui manquent d'entraînement. Vous voyez, par exemple. C'est regrettable en ce point-là, mais en termes d'idées, vous voyez, de changement, je trouve que c'est vachement bien trouvé. Et oui, parce que 3 stats, souvent on essaiera d'aller chercher des 4 stats, etc. Vous voyez, hein, donc c'est pas forcément tout le temps intéressant. Surtout pour des gens qui démarrent. Et il suffit que vous ayez par exemple un GR 60 en force, en vitesse, c'est plus intéressant, vous voyez, parce que vous risquez d'avoir de meilleurs résultats avec des niveaux normaux, hein, quelque part. Par contre, évidemment, c'est excellent quand il s'agit de compléter quand vous avez déjà des stats maxées, hein, évidemment. Donc, ce qui voudrait dire que j'aime mieux ce petit côté différenciation par rapport à l'XP que vous prenez sur les maps, mais c'est moins facile du coup. C'est moins facile puisque vous pouvez avoir moins de bons niveaux au camp. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc c'est pour ça aussi que, même si c'est pas la seule raison, que Radiant Dawn est beaucoup plus dur que Path of Radiance. Voilà. Parce que le bonus expérience, c'est dur de légitimer de le mettre tout de suite, alors que c'est mieux de prendre d'abord vos niveaux sur les maps. Voilà. Donc ce qui veut dire faire une croix sur le bonus expérience, hein, quelque part, hein, indirectement. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Mais tout ça pour noter que voilà, il y a des choses bien et pas bien dans les deux jeux, vous voyez, quelque part, hein, qu'on peut différencier. Voilà, donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on a fait un blocus, hein, avec surprise, hein, je vais vous surprendre beaucoup, je pense, là, mais Sélif, Shannan et un certain Ares. Donc ils ne sont pas du tout connus, hein, évidemment. C'est des gens qu'on n'utilise jamais, non, évidemment. Hein. Ce sont ceux qui ont des armes ultimes, encore une fois, donc c'est plutôt sympatoche. Évidemment, on parlait de Path of Radiance et Radiant Dawn. Chose qui est très intéressante aussi dans celui-là, c'est le replacement en fin de tour. Ça, c'est vraiment... Alors ça, moi, franchement, vous savez que mon dernier Fire Emblem en date, ça doit être peut-être Fates. Enfin, Fire Emblem en date que j'ai fait avant Path of Radiance, hein, quelque part. Et je parle pas vraiment de FE4 parce que là je le fais en let's play, mais bon, on va le mettre à part. Mais celui que j'ai fait en dernier, vraiment, c'était Fates. Et quand vous revenez sur des jeux comme ça, et notamment Path of Radiance et autres, putain, pourquoi vous nous avez enlevé ce replacement en fin de tour? Vous voyez, c'est ce que vous vous dites. Vous voyez, c'est ce que vous vous dites parce que c'est tellement un kiff absolu que je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Vous voyez, sans doute que c'était peut-être trop cheaté, je sais pas pour eux, mais je trouve que c'est tellement génial de pouvoir faire ça que ça rehausse vraiment les cavaliers, hein, franchement.
Ça, j'en avais déjà parlé, mais je le redis parce que c'est vraiment. Là en plus, vous voyez, je fais Path of Radiance en ce moment avec une nouvelle team. Franchement, ouais, quand même, hein, quand même. Putain, les cavaliers, hein, je les avais peut-être même sous-estimés. Vous voyez, par exemple, parce qu'à chaque fois que je refais le jeu quelque part, je reprends mes bases précédentes et voilà, je fais de nouvelles constatations. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc, je me rends compte que à quel point les cavaliers sont vraiment très très forts dans ce jeu. Et c'est dû aussi à ça. Le fait qu'on puisse prendre une hache, le fait qu'on puisse se replacer en fin de tour, le fait qu'on ait 9 mouvements, c'est énorme, quoi. C'est énormissime. C'est vraiment... C'est marrant, tous les Fire Emblem que j'adore, ils ont des cavaliers qui se replacent en fin de tour. Alors, donc c'est quand même... c'est quand même un truc de fou. Alors, j'aime bien aussi Fates et Awakening. Franchement, d'ailleurs, j'ai réécouté une musique, hein, parce que je fais un peu de Smash Bros en ce moment. Parce que j'avais pas trop torché le jeu quand je l'avais acheté. Pour des raisons de temps, en fait, hein, vraisemblablement. Et là, je me remets un peu à ça. Et vous voyez, par exemple, quand j'écoutais la musique, l'OST qu'ils ont mis pour Fire Emblem, et il y a le morceau de Awakening. Donc ça vous replonge directement dans cette ambiance un peu champêtre que j'avais décrite dans ma review. Il y a quand même un style Awakening, hein. Vous écoutez les musiques, putain, voilà, ça vous marque. Hein. C'est fou comme la musique, quand même, c'est votre connecteur émotionnel. Hein. Vous reconnectez direct. Hein. Ça vous refait sentir les arômes du jeu. C'est dingue, hein, c'est dingue. Hein. C'est franchement dingue. Et donc Awakening aussi, hein, qui est un très bon jeu, qui lui a, je dirais, légitimé de mettre plein de nouvelles techniques vraiment très intéressantes, vraiment de builder en fonction des techniques. Hein, c'est vraiment intéressant ça. Alors peut-être même un peu trop, hein, on pourra en débattre, hein, mais c'est vrai que quelque part ça fait vraiment, comment dirais-je, ça fait fourre-tout avec vos 5 emplacements, voilà, vous avez pas mal de techniques. Maintenant 6 avec quasiment Fates avec la technique personnelle, mais ça qui est une très bonne idée, hein, franchement aussi, c'est pour reconnecter un petit peu avec l'idée que chaque personnage est différent et que voilà, parce que sinon vous faites la tournée des Grands-Ducs avec plein de classes, et on perd un peu l'essence d'un personnage. Donc c'est pour ça que moi j'avais soutenu l'idée, malgré le fait que ça rajoute encore une technique, j'avais soutenu l'idée quand même que c'était une bonne chose qu'on ait une technique personnelle, vous voyez, quand même. Et on le sent d'ailleurs, rappelez-vous de ce côté, par exemple, Rajinto et notre ami, oui, on se rappelle de sa technique personnelle. On sait qu'elle est bien cheatée quand même, mais voilà. Alors des techniques un peu étranges, parce que c'est un peu à base de plus 1, moins 1, plus 2, etc. Mais ça ne change pas que c'est quand même une technique personnelle, hein, donc c'est quand même toujours sympa. Ça personnifie un personnage. Et ça, je crois que c'est vraiment une bonne idée. Mais cela dit, on parle de la liste de techniques, mais quand vous prenez Radiant Dawn, bon certes, vous pouvez pas en mettre 50 000, mais vous avez quand même 1 à 3 emplacements disponibles, hein, selon le coût de la technique, hein, bien sûr, mais voilà. Donc quelque part, c'était pas encore 5, mais c'était déjà peut-être 3 techniques, hein, donc c'est pas non plus fou de chez fou, hein, voilà. Alors par contre, c'est vrai que là je fais Path of Radiance en ce moment, c'est vrai que là par contre, si vous mettez déjà lunaire à Monsieur Brom, voilà, vous n'avez plus la place pour rien quasiment. Hein. Si peut-être 5 points, mais bon, c'est que des techniques de merde, hein, donc miracle et compagnie. Donc voilà, là c'est vrai que vous aviez pas trop de place. Voilà, donc là, pas grand chose à dire, hein, sincèrement, je suis désolé, hein, mais il n'y a pas grand chose à dire, puisque, voilà, quoi, hein, on met les tueurs devant. Alors, vous voyez qu'aussi, on profite un peu, là, où est un peu notre ami Ced. Il est sur une case de montagne, hein. Donc, non, mais c'est quand même assez fou, quoi. Une case de montagne, vous êtes bien, quand même, hein, vous êtes très très bien. Surtout dans ce jeu où c'est 30%, je rappelle. Hein. Truc de malade, quand même. Hein. Donc, Shannon et Ced, ils ne bougent pas.
mais vous pouvez comme ça sniper un peu tout le monde. Vous avez aussi par exemple, comment elle s'appelle putain, la fille de... voilà, la fille de Fury, qui elle peut hit and run les mecs qui se placent pour l'attaquer sur la petite colline là. La petite butte de roche. Comme ça, elle peut aller le niquer et elle revient en arrière. Vous voyez, donc ça c'est... non pas qu'elle soit fragile hein, d'ailleurs, hein, mais bon, c'est plus que, effectivement, mieux vaut quand même laisser les grosses unités bien blindées de... Alors, vaut mieux défense et résistance hein, pour ce coup-là. Pour ça, parce qu'en fait, les mecs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont de la magie. D'ailleurs, un gros tome hein, quand même. Et aussi, ils ont évidemment des dégâts physiques. Hein. Et oui, ce sont des généraux. Dans ce jeu, les généraux manipulent à peu près toutes les armes, hein, je crois bien. Donc c'est assez impressionnant. Et du coup, ne mettez pas quand même, par exemple, des gens type, je sais pas moi, Wafei, qui a très peu de résistance. Ou voilà, quelqu'un qui a une faible résistance, quoi. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a une faible défense, parce qu'après ils vont vous attaquer sur ça. Donc finalement, il faut des gens, en gros, qui soient couverts sur les deux aspects. Donc on a Ced qui est dans l'intermède, mais surtout parce que il est sur une case d'esquive, hein, ne l'oublions pas. On a évidemment Seilif avec sa très bonne défense et du coup son renfort en résistance. On a Ares. D'ailleurs, finalement, à partir du moment où vous avez Tyrfing, Seilif devient un Ares en mieux ou en différent. Parce que c'est vrai que Ares, il a toujours le bénéfice de critique avec son arme et du bonus de technique. Donc il a quand même encore des avantages par rapport à Seilif, bien que Seilif ait du coup maintenant plus de résistance que lui. Donc ça c'est quand même bon de le noter. Puis après il reste notre ami Shannon. Alors Shannon qui est pas là pour la résistance, hein, parce qu'il a une assez mauvaise résistance, mais plutôt parce que il a tellement une bonne esquive que c'est bon quoi. Si vous le mettez sur une case d'esquive, il est sûr de pouvoir attaquer. Alors les gens ne vont pas l'attaquer, mais lui il peut très bien se positionner. Alors pas maintenant là, parce que là on a tué tout le monde, mais revoyez quand j'étais un peu plus en arrière, vous verrez que tout simplement j'ai pu tuer 2-3 mecs hein, sans qu'ils m'attaquent, hein, donc c'est parfait. C'est d'ailleurs aussi le cas de Ced, hein, qui a aussi une esquive de malade. Hein, donc sur les cases d'esquive, ils sont sûrs de ne pas être touchés de toute façon. Hein, donc la question ne se pose pas. Enfin voilà. Hein. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est là où vous vous rendez compte que on a 80% de l'effectif qui ne sert à rien dans ce jeu. C'est pour ça que ceux qui pourraient se dire ouais mais t'as quand même un petit peu boss levelé, etc. Ouais mais franchement, je vous fais la même chose avec pas de boss level, hein. Y a aucun souci. C'est pas un jeu d'une difficulté extrême quand vous savez quoi investir, hein, c'est sûr. Donc les valeurs fortes sont repérables. Les valeurs fortes sont repérables. Mais c'est vrai que voilà, hein, notamment même Finn maintenant il paraît un petit peu dérisoire. Alors que pourtant c'était une valeur forte quand même de la G1. Quand on démarrait avec lui, c'était pas mal quand même. Et surtout quand il prenait sa lance héros, c'était pas mal hein, quand même. Donc évidemment, le reste du bordel est une vaste blague, hein, puisque même les boss, hein, j'ai vu, alors je suis désolé, hein, sur jeuxvideo.com, sur le forum de Shadows of Valencia, il y a quelqu'un qui m'avait dit, parce qu'il y avait une question sur ça, hein, vous savez comme les anciens Fire Emblem, il n'y a pas trop de réponses. La plupart des gens qui veulent parler Fire Emblem viennent sur le dernier forum du dernier Fire Emblem. Et là, il y avait une question sur FE4, et il y avait quelqu'un qui disait, je galère pas mal contre notre ami Arvis. Bon, enfin, c'est-à-dire, quand vous avez repéré quoi faire, c'est vraiment pas dur, hein. Franchement, je suis désolé. Alors, il y a quelqu'un après qui m'a soutenu, genre, ouais, mais non, c'est quand même assez dur. Non, c'est pas dur, franchement. Il y a des choses beaucoup plus dures que ça, et même dans dernière en date, hein, par exemple Fates. Hein. Des fois, Fates, c'est chaud quand même, hein. C'est des fois le gangbang. Hein. C'est vraiment serré, notamment en lunatique. Des fois,
Il faut vraiment faire attention. Là, c'est à côté, c'est rien. Hein. À côté, c'est vraiment rien. Donc, non, faut pas non plus dire n'importe quoi. Affronter Arvis n'est pas dur. En fait, ce qui est chiant avec Arvis, c'est que vous devez absolument apporter un bonus en précision, parce que sinon, vous avez du mal à le toucher. Ça, c'est vrai que c'est réel. Mais sinon, bon, on peut pas dire que vous mourrez en un coup non plus. Hein. Voilà, bon. Vous pouvez toujours soigner. Alors, si vraiment vous avez un problème, bah, vous n'attaquez, contrairement à moi, vous n'attaquez que une fois dans le tour, hein, donc à votre tour du joueur, par exemple. Et après, vous soignez. Voilà, c'est pas non plus... voilà, c'est pas fou hein, non plus. Enfin, je sais pas ce qu'il y a de particulier chez Arvis, hein, franchement. Non, parce qu'il bouge pas, voilà quoi. Hein. Donc même si vous loupez, il n'y a aucun problème. Hein. Ça prend juste plus de tours. Et pour que ça ne prenne pas de plus de tours, vous mettez de la précision. Avec Sélif qui apporte des bonus. Faut lire. Voilà. Alors, je sais bien que, ok, si c'est votre première fois que vous ne connaissez pas Internet, d'accord, ok. Hein. Mais, franchement, sinon, il n'y a pas, une fois que vous... Même par exemple, Deginsi, il est beaucoup plus dur. Par exemple, si je prends... et c'est pas le boss final d'ailleurs, hein, de Radiant, hein, mais... Parce que Deginsi, il faut déjà mettre en place des choses déjà un peu plus approfondies quand même. Hein. Sinon, vous faites démonter hein, quand même. Hein. Il peut déclencher sa technique, etc. Donc c'est quand même déjà un peu plus balèze. Là, il suffit de se poster devant lui, vous mettez un renfort en précision, il n'y a aucun risque. Hein. Aucun risque. Donc non, quand même pas. Je rappelle aussi que l'idéal, c'est d'attaquer avec Sélif, parce que Sélif, il a le Nihil. Donc c'est-à-dire que, même, je me rappelle plus trop Arvis, hein, mais de toute façon, je le tue toujours avec Sélif. Hein. De toute façon, c'est vite vu. En plus, c'est symbolique, vous voyez, hein, quelque part. Donc, mais même s'il a une technique, c'est annulé par Sélif. Donc il y a vraiment, il y a aucun problème là-dedans. Hein, vraiment, je vois pas en quoi ça serait difficile. Et même pour un débutant, moi, la première fois que j'ai fait le jeu, je me rappelle pas avoir marné comme un dingue. Je me rappelle effectivement que j'avais mis beaucoup plus de temps que ce que j'ai fait là dans le let's play, mais on peut pas dire que j'ai trouvé ça dur. Hein, voilà. Tout boss immobile n'est pas compliqué. Voilà. Donc, sauf s'il y a un potentiel risque de critique ou de one-shot, mais là c'est pas le cas. Hein. Avec Sélif, si vous l'avez bien entraîné, je vois pas... Voilà, Sélif, c'est vraiment... En plus, il est facile à entraîner, hein, franchement. Normalement, il hérite du plus 5 en résistance, mais même ça, c'est pas obligatoire, hein, franchement. Après, vous le soignez avec plus ou moins 5, avec du soin derrière, ça ne change rien. Donc, c'est pas ça qui fait la différence. Voilà, donc là, on va s'occuper des mecs avec les bâtons de sommeil avec Fi. Fi qui va pouvoir outrepasser parce qu'elle a une bonne résistance. Et en plus, elle va pouvoir aller au-dessus parce que personne ne peut y accéder, ça. Seule une unité volante peut le faire. Donc là encore, c'est plutôt pratique. Parce que sinon, on ne peut pas les attaquer. Hein. Donc, alors, j'ai jamais essayé parce que peut-être que si vous prenez la forteresse, peut-être qu'ils disparaissent. Peut-être, hein, j'ai jamais essayé ça. Donc, et à ma première partie, je me souviens pas. Donc ça, je peux pas vous dire, mais je sais que là, voilà, vous pouvez les tuer avec Fi facilement. Hein. C'est l'unité idéale pour ce travail. Non mais Fi, hein, faudrait y revenir 5 minutes parce que c'est vrai que c'est une des meilleures unités du jeu aussi. Hein. Il y en a beaucoup des meilleures unités dans ce jeu. Hein. C'est un peu étrange quand même, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire que je pense que si je devais faire une notation, ça serait pas évident. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des unités qui sont très très vite ultra performantes. Vous voyez ? Fi, elle a quand même, si vous la mettez avec la bonne personne, enfin plutôt les deux parents, si vous les mettez voilà, ensemble avec de bonnes personnes, ça donne une Fi qui a quand même critique, poursuite, c'est une unité volante. Elle a aussi adepte, je crois bien. J'ai envie de dire voilà, non mais c'est un truc de malade quoi, c'est un truc de fou.
Alors je crois qu'elle a une petite faiblesse éventuelle, c'est peut-être en force. Mais encore une fois, je crois bien qu'avec elle, on lui a pas mis le plus 5 de force à elle, il me semble bien. Donc, vous voyez, c'est pas impossible de régler le souci. Ouais, alors là j'ai fait un peu de la merde, parce que alors là, je sais pas ce qui m'a appris, j'ai avancé trop mes unités, bizarre. Bon, de toute façon c'est pas grave, de toute façon ce qu'on devra attendre pour détruire les unités, donc c'est pas trop grave, rien de létal. Du coup après j'avais la flemme de décaler les personnages, donc lol. C'est vraiment... Voilà, donc je me les fais endormir les uns après les autres. Heureusement qu'on n'est pas en run ranké, sinon ça aurait pas été bon. En fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce Fire Emblem est assez difficile. Et je dois dire que je suis pas totalement d'accord en fait. Je trouve que ce Fire Emblem là, il se joue moins serré par exemple qu'un Lunatic Conquête. Vous voyez, Lunatic Conquête, parfois j'ai des petites sueurs froides, vous voyez, qui m'apparaissent sur le front parce que des fois vous vous sentez harcelé et vous vous dites putain mais je vais pas tenir la charge. Vous voyez, il y a des mecs qui arrivent vers vous, c'est très complicado quand même. Franchement, c'est vrai que on peut pas noter les Fire Emblem juste par rapport les uns par rapport aux autres. Parce que il faut noter par rapport au niveau de difficulté. Vous voyez, sinon on peut pas le faire. Et de ce point de vue-là, je trouve que Conquête Lunatique est beaucoup plus dur que ça, ça c'est sûr. Là, à aucun moment j'ai vraiment transpiré. Vous voyez, je transpire pas dans ce jeu. Alors que quand je fais Fire Emblem Conquête Lunatique, j'ai un sentiment, que j'aime bien d'ailleurs, mais j'ai un sentiment, si vous voulez, où je me dis, ouais, il est possible quand même que putain, cette map, je vais pas la passer du premier coup, vous voyez, parce que ça demande tellement de bons placements, etc., que parfois, ça ne va pas passer. Vous allez vous faire rétamer. Et puis, les mecs meurent très vite. On se souvient aussi que les PV, notamment, vous voyez, c'est assez peu de PV dans Conquête, et d'ailleurs dans Fate, globalement. Donc c'est assez notable. Et donc là, on voit que on a terminé avec cette partie, alors qui n'était pas bien compliquée, selon moi. Il faut faire attention, voilà, à Hilda et à ses pélos, mais vous pouvez les bloquer très facilement avec des unités qui peuvent se replacer, ou bien vous mettre sur les montagnes pour les détruire. Très peu difficile. Vous dégommez les mecs avec les bâtons de sommeil avec Fi, pas énormément de difficultés, selon moi. Enfin voilà, et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur Fire Emblem 4, donc pour la partie numéro 38 si je ne m'abuse, et moi je vous dis à plus.